Mon histoire commence réellement à 33 ans, lorsque l'accident s'est produit. Je suis arrivé aux États-Unis à l'âge de 26 ans. J'avais quelques entreprises et j'enseignais les arts martiaux depuis déjà plusieurs années. J'étais un être humain décent. Je n'avais jamais enfreint la loi. Mais vis-à-vis du matérialisme et de vivre une vie à l'opposé de la spiritualité, c'est là que se trouvait mon esprit et mon cœur à l'époque. J'étais très concentré sur le fait de gagner beaucoup d'argent. Je me souviens qu'à l'âge de 33 ans, je travaillais comme agent correctionnel pour l'État de l'Illinois dans une prison de haute sécurité. Pour ceux qui ne le savent pas, les établissements à sécurité maximale accueillent les pires détenus. Des personnes condamnées à une peine minimale de 25 ans et plus. Je dis cela pour vous décrire les énergies spirituelles que j'ai observées derrière ces murs, qui étaient tout simplement extraordinaires. Mais à l'époque, je n'y ai pas prêté attention. J'essayais de bloquer tout cela parce que je voulais gagner de l'argent. Nous travaillions des heures folles, je parle de périodes de travail longues de 14 heures, et je travaillais de nuit. À la période où je travaillais toutes ces heures, je ne dormais pas très bien quand je rentrais chez moi parce que je pensais à la prison et aux scènes que j'y avais vues. C'étaient donc des énergies vraiment, vraiment mauvaises qui m'empêchèrent de dormir. Je travaillais donc à mon activité d'artiste martial, je rentrais chez moi, je prenais une douche, j'enfilais mon uniforme et j'allais travailler à la prison. Parce que j'étais plus ou moins nouveau et que je n'avais pas d'ancienneté, puisque je n'étais là que depuis 2 ans, mes jours de congé n'étaient jamais les week-ends, mais les mardis et les mercredis. Et pendant vos jours de congé, ils ne pouvaient pas vous obliger à venir faire des heures supplémentaires. Je me souviens que c'était un mardi matin et je me suis dit « Je vais rentrer chez moi, me détendre, voir mes enfants et tout ira bien. Personne ne va m'appeler au travail. » J'étais très enthousiaste. Le mardi matin est arrivé et je me souviens que c'était une journée ensoleillée. C'était une belle journée et je ne me sentais pas fatigué. La plupart du temps, je me sentais très très fatigué. Mais cette fois-ci, je ne me suis pas senti fatigué pour une quelconque raison. J'avais comme une poussée d'adrénaline et je me disais « Je vais faire quelque chose de sympa ce soir. Je ne sais pas encore quoi, mais je vais passer un bon moment. » Je suis monté dans ma camionnette et j'ai pris cette route appelée la route 3, sur laquelle on peut conduire pendant 1 heure tout droit et qui est bordée de champs de maïs des 2 côtés. Rien d'autre. Et c'était mon chemin vers la maison. Je me souviens qu'il était 7 heures du matin. Je conduisais sur la route 3 vêtu de mon uniforme et je roulais à environ 120 km/h parce que c'était la limite de vitesse. Et je ne faisais pas d'excès de vitesse parce que j'étais un agent pénitentiaire. J'étais encore en uniforme. Et vous savez, il faut toujours respecter la loi, mais surtout quand on est en uniforme. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en une fraction de seconde, je ne sais pas si je me suis assoupi, si je me suis endormi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était une fraction de seconde et tout d'un coup, je sens que mon volant s'est bloqué. Je sens que mes freins se sont bloqués. Il y avait un blocage. Rien ne fonctionnait, comme s'il n'y avait plus de liquide hydraulique. Je suis donc dans ma camionnette, qui commence à aquaplaner et à glisser. Je n'ai pas paniqué, mais je n'ai pas compris ce qui venait de se passer. J'ai regardé l'indicateur de vitesse en espérant que la vitesse allait baisser pour que je puisse essayer de contrôler la voiture. Mais au lieu de cela, elle augmentait. Elle est passée de 120 à 125, de 130 à 135. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et puis, en face de moi, il y a eu un autre automobiliste sur la voie opposée. Je me souviens qu'à travers le pare-brise, j'ai vu la voiture s'approcher pendant que je glissais à gauche à droite, et il y avait une dame avec 2 petits-enfants sur le siège arrière. Je me suis dit que quoi qu'il arrive, que je me sois endormi ou non, cela n'avait pas d'importance. Je ne prendrais pas d'autre vie avec la Vienne. Alors, avec tout ce que j'avais, j'ai braqué mon volant vers la droite, aussi fort que possible. Je me suis retrouvé face à une sorte de mur de séparation en béton. J'ai regardé mon compteur de vitesse et j'ai vu qu'il indiquait une vitesse de 135 km/h. Je me souviens qu'à mesure que la voiture s'approchait du mur de béton, le temps ralentissait considérablement. Je me souviens d'avoir tenu le volant et, vous savez comme le disent les gens, d'avoir vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Je me souviens que j'avais le plus grand sourire sur mon visage.
Je souriais comme si j'étais sur le point d'accueillir à l'aéroport un être cher que je n'avais pas vu depuis des années. Je ne sais pas pourquoi, mais je souriais, et je n'avais pas peur. Et puis, j'ai entendu l'impact, le choc. C'était le bruit d'explosion le plus fort que j'avais entendu de toute ma vie. J'avais déjà entendu des explosions auparavant, mais rien de tel. Ensuite, tout ce dont je me souviens, c'est que l'airbag a commencé à se déployer, mais c'était tellement lent, et j'avais l'impression qu'il s'agissait juste de draps suspendus dehors pour sécher. Un beau drap blanc. Ensuite, tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir ouvert les yeux, à l'envers dans ma camionnette, et d'avoir noté que je me souvenais de tout ce qui s'était passé depuis le moment où j'ai quitté la prison, jusqu'au moment où j'ai perdu le contrôle de la voiture, et de la dame qui se trouvait en face de moi, et que j'ai évité, et de l'impact. Je me souvenais de tout, donc ce n'est pas comme si j'étais inconscient et que je ne savais pas ce qui s'était passé. J'étais à l'envers, dans ma camionnette. Il y a beaucoup de photos en ligne de l'accident. La camionnette était écrasée comme une canette de soda, et la carrosserie du véhicule formait des sortes d'épées, de fourches qui étaient là sur moi. J'étais en dessous, je me suis réveillé, et c'était la meilleure sensation que j'ai ressentie de toute ma vie. Je me souviens avoir été stupéfait par le fait qu'il n'y avait aucun son. C'était comme si le son avait été complètement aspiré de ce monde. Bien sûr, il n'y a pas de douleur, pas d'odeur, pas de sens du toucher. Il n'y a absolument rien. Et puis je remarque que mes pensées ont disparu. Je n'avais pas de pensée. J'existais, c'est tout. Je n'avais pas de point d'interrogation. Je savais tout, je me sentais protégé, je me sentais heureux, je me sentais chez moi. Je voyais tout, j'étais toujours dans la voiture. La voiture a été complètement écrasée, et le côté du conducteur, mon côté, a été le plus touché. Techniquement, j'aurais dû être décapité, ou presque. Et je suis là, à me demander ce qui se passe. Je veux dire, je suis toujours coincé, mais c'est le meilleur sentiment du monde. C'est comme si quelqu'un vous chatouillait constamment, et il n'y avait pas à s'inquiéter. Vous vivez la véritable définition de la vie. Une vie inconditionnelle, sans problème, sans rien de négatif dans votre vie, sans point d'interrogation, sans doute. Je me souviens d'avoir compris qu'il fallait que je sorte de cette situation, même si je devais m'évanouir, et que c'est ce que je ressens. J'ai regardé en dehors, et j'ai vu une femme juste à l'extérieur de la camionnette. Elle faisait les 100 pas. Elle avait l'air d'être âgée. Elle avait une 60aine d'années et était vêtue de noir, et ses vêtements dataient des années 1800. Elle avait une cicatrice de brûlure sur la joue droite, et elle marchait. Je me souviens d'être la tête en bas, et je ne pouvais pas parler, parce qu'il n'y avait aucun son. Il n'y avait rien d'autre, juste ma vision. Et je me souviens que j'ai fait signe parce que je voulais pouvoir me lever. Elle faisait les 100 pas, et à chaque fois que je demandais de l'aide en faisant signe, elle hochait la tête en disant « non ». Elle n'a pas parlé, elle a simplement hoché la tête en signalant « non ». À l'époque, l'ancienne version de moi-même aurait probablement été contrariée et frustrée et n'aurait pas compris pourquoi je n'obtenais aucune aide. Et je me souviens que je ne l'ai pas jugée à ce moment-là. Je me disais « tu sais, peut-être qu'elle a peur de faire plus de mal que de bien. Peut-être qu'elle a peur que la voiture prenne feu ou qu'il se passe quelque chose. Peut-être qu'elle a juste peur. » Alors, je ne l'ai pas jugée. Je me suis dit que je voulais quand même profiter de cette expérience, de cet état de rêve. J'ai donc décidé de fermer les yeux, de me lever et d'essayer à nouveau de sortir et d'explorer. À la seconde où j'ai fermé les yeux, ils se sont instantanément réouverts et tout est revenu à la réalité. Tout. Les sons, les odeurs, beaucoup d'odeurs d'essence. Et la voiture était encore allumée, j'ai dû l'éteindre. Et j'ai senti la pression sur mon genou parce que tout était, vous savez, j'étais complètement écrasé et j'ai commencé à paniquer. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis j'ai vu, je crois, des centaines de personnes à l'extérieur de la voiture, jusqu'à la route. Il y avait 3 camions de pompiers, 2 ambulances. C'était fou. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que je me sentais bien. Je voulais juste sortir. Je me souviens que cet ambulancier a couru vers mon van et a fait comme un tacle de rugby en plein dans la vitre et m'a crié très fort de ne pas bouger. Et je me souviens avoir dit « je vais bien,
je vais bien, je vous promets que je vais bien. Et là, il m'a répondu, non, vous êtes mal en point. Vous pensez que vous allez bien, mais c'est grave, ça a l'air très grave. Nous ne savons pas dans quel état vous êtes, alors ne bougez pas. Il m'a ensuite administré une perfusion par la fenêtre, et je me souviens lui avoir dit « Pourquoi m'administrez-vous une perfusion par la fenêtre? Sortez-moi juste d'ici, je vais bien. » Et il m'a dit qu'il ne pouvait pas me sortir de là. Ils avaient appelé les pompiers, et ils étaient en route avec les mâchoires de la vie. Et pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que sont les mâchoires de la vie, il s'agit d'une machine hydraulique qui est censée démanteler le véhicule pour en extraire les passagers. J'essayais juste de dire que j'allais bien, mais personne n'a voulu m'écouter. J'ai donc décidé de fermer les yeux, de penser à l'expérience et d'essayer de me connecter. J'étais presque en train de méditer sans savoir ce qu'était la méditation. Et c'était tellement merveilleux parce que je suis là, à fermer les yeux, à méditer en quelque sorte. J'entends les pompiers utiliser leurs marteaux et leurs scies et ils coupent à travers la voiture. Tout le monde crie et je suis le plus détendu. Tout le monde est dans le chaos autour de moi et c'est moi qui suis le plus en paix. Ensuite, ils m'ont fait sortir de la voiture. Ils ont immédiatement coupé mon uniforme avec des ciseaux et l'un d'entre eux m'a fait une piqûre de morphine dans l'estomac sans même me demander la permission. J'ai senti une sensation de brûlure. Je leur ai demandé « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» J'ai essayé de leur répéter que j'allais bien et que je pouvais même me tenir debout, que j'allais bien, mais personne ne voulait m'écouter. Ils m'ont mis sur la civière et m'ont attaché. Ils m'ont dit « Vous avez probablement de nombreuses fractures, des hémorragies, des lésions cérébrales et tout le reste. À cause de l'aspect de la voiture, mais aussi à cause du fait qu'heurter un mur en béton à 135 km/h aurait tué 95% des gens. » Je me souviens qu'ils étaient dans la précipitation, donc j'ai décidé de coopérer pour qu'ils ne me prennent pas pour un fou et, je ne sais pas, qu'ils me donnent des médicaments. Je me suis donc dit « D'accord, je ferai ce que vous voulez que je fasse. » Ils m'ont donc emmené. C'était la première fois que je montais dans une ambulance de ce type. C'était une ambulance de soins intensifs, et ils sont allés très vite. Et les sirènes hurlaient, c'était comme dans les films. Je me souviens qu'une dame qui est shérif était assise dans l'ambulance, et je lui ai demandé « Puis-je vous poser une question, s'il vous plaît ?» Elle m'a répondu « Il vaut mieux ne pas le faire tout de suite, parce que vous êtes en mauvais état et qu'il faut que vous fassiez des tests. Après cela, je viendrai faire mon rapport de toute façon. » Et je me souviens que j'ai insisté, j'ai vraiment insisté. Et j'ai dit « Madame, j'insiste, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous poser une question ?» Et elle m'a dit « Ok, allez-y. » Je me souviens avoir dit « N'est-il pas illégal pour un citoyen de ne pas aider un citoyen en détresse ?» Et elle m'a répondu « De quoi vous parlez ?» Et j'ai dit « Eh bien, il y avait une dame là-bas. Quand j'étais coincé, et avant que vous n'arriviez, j'essayais de sortir, et je faisais des signes, et elle a juste secoué la tête en disant « Non », et elle ne voulait pas m'aider. La shérif a dit qu'il n'y avait pas de vieille dame, qu'ils étaient les premiers sur les lieux de l'accident. Elle m'a dit « Vous étiez au milieu d'un champ, sans personne autour de vous. Les gens de la prison ont appelé la police, les voisins et les gens se sont rassemblés de partout. Je me souviens m'être dit « Bon, ça devient intéressant. Je ferais mieux de ne pas en parler à qui que ce soit tant que je n'y vois pas plus clair. » Et ce fut le premier miracle. J'arrive donc à l'hôpital, et pour ceux qui ne le savent pas, dans un hôpital, on peut aller soit aux urgences, ou parfois dans la salle de traumatologie. La salle de traumatologie est réservée aux cas graves, comme les accidents ou les transports aériens. On l'utilise quand il faut sauver la vie de quelqu'un immédiatement. C'est là que je suis allé, et ils m'ont scanné de la tête aux pieds. Je me souviens d'être resté là à les laisser faire leur travail. Puis j'ai été installé sur un lit en attendant le médecin. Je me souviens que des amis venaient me rendre visite parce qu'ils avaient appris par un autre ami que j'étais là. Enfin, le médecin est venu me voir et m'a dit « Écoutez, je travaille ici depuis de très nombreuses années. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. » J'ai répondu « De quoi parlez-vous, docteur? Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» Et il m'a dit « Vous ne vous êtes même pas cassé un ongle. Vous n'avez même pas de bleu. Vous n'avez même pas d'inflammation. Rien du tout. Comme si vous n'aviez subi aucun impact. »
Il se demandait vraiment si c'était moi dans l'accident, et je me souviens lui avoir montré une égratignure que j'avais à la main. Cette égratignure n'était pas due à l'accident lui-même, mais au fait que quand les pompiers ont utilisé les mâchoires de survie et m'ont sorti de la voiture, toutes les vitres étaient bien sûr cassées. Et ils m'ont tiré rapidement, donc ma main a heurté l'une des vitres brisées, et j'ai eu une toute petite égratignure. Mais je vous le dis, le lendemain, j'étais de retour au travail. Et je me souviens même d'être allé à la casse où ils avaient emmené ma voiture parce que je voulais récupérer la batterie, car je devais acheter une autre voiture. Je voulais récupérer la batterie toute neuve que je venais d'acheter pour la voiture qui a fini dans l'accident. J'y suis entré et je me souviens que le propriétaire est venu nous voir pour nous présenter ses condoléances, nous dire qu'il était désolé pour notre ami. Et je lui ai demandé « De quoi vous parlez ? C'est moi et je veux ma batterie. » Et je me souviens qu'il s'est presque évanoui. Il m'a dit qu'il était impossible que je sorte de là sans rien. À l'époque, c'était très déroutant et même un peu amusant. Mais peu de temps après, un mois après, j'ai commencé à avoir des visions. Et j'étais très sceptique au début. J'étais si matérialiste. À l'époque, je riais de tout ce qui était spirituel. J'étais même contre tout ce qui était spirituel. Et j'étais si sceptique, mais j'ai continué à avoir ces visions, ces messages clairvoyants. Et comme je vous l'avais dit au début, c'est comme si vous découvriez que vous avez été conçu au moment de l'accident, votre expérience de mort imminente, quand vous passez de l'autre côté, ce qui, dans mon cas, je crois, était le cas. C'est comme si vous aviez un ascenseur, vous avez l'étage entre les étages, qui n'est rien en soi. Je pense donc que j'étais là, mais que je n'étais pas complètement passé de l'autre côté. C'est pourquoi je n'ai pas quitté la voiture, spirituellement parlant, mais je ressentais l'expérience de l'âme à 100%. Je me souviens que c'était comme si la vie me jetait comme une poupée de chiffon d'un côté à l'autre, d'un endroit à l'autre, et tout dans ma vie, des relations aux emplois en passant par les personnes que j'ai rencontrées, et tous ces défis qui étaient presque censés briser une personne. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que ce que les gens appellent des défis, j'appelle des bénédictions. Ce sont les véritables leçons que nous tirons lorsque nous sommes confrontés aux épreuves pour lesquelles nous sommes ici, dans la quête spirituelle de nos âmes, et que nous les surmontons, ou au moins que nous nous y soumettons, que nous les comprenons. Pendant des mois et des années, j'ai donc rencontré mes capacités psychiques et j'ai reçu des messages accompagnés de chiffres. Cela ne m'effrayait pas, mais c'était comme si je continuais à faire le lien avec l'accent et j'ai commencé à l'accepter. Mais c'était vraiment difficile. Lorsque vous vous éveillez vraiment spirituellement après quelque chose comme ça, c'est comme si vous arriviez au stade de la naissance, de l'accouchement lui-même, des contractions, de la douleur, des cris. Vous savez, c'est comme si vous sortiez d'un œuf, et chaque éveil, que ce soit dans la nature, chez les animaux ou chez les gens, au moment de l'éclosion ou de la naissance, c'est un éveil lent. C'est quelque chose de très intense. Et c'est ce qui s'est passé. Depuis lors, 7 années se sont écoulées et, à la fin de la 7e année, j'ai pu m'unir à ma flamme jumelle, qui était le puzzle manquant dans ma vie, pour compléter mon éveil spirituel. Il ne s'agit pas nécessairement de se débarrasser de son ego, mais d'apprendre à vivre avec lui et à l'équilibrer, afin de toujours avoir l'âme qui prime sur l'ego, et non l'inverse. C'est pour cette raison que la conscience et la connaissance me sont toujours transmises ou données quotidiennement. Et j'aide les gens tous les jours. J'apprends à vivre pour l'esprit et la vie d'une âme, et comme une âme. Beaucoup de gens me demandent s'il faut avoir vécu une expérience de mort imminente pour pouvoir se réveiller. Absolument pas. Vous pouvez vous éveiller et devenir conscient en un clin d'œil, depuis quelqu'un qui vous sourit, quand vous avez un enfant ou quand vous tombez amoureux. Connectez-vous, vous puisez dans votre âme. Alors voilà, c'est mon histoire. Depuis lors, j'ai passé les 2 dernières années à aider quotidiennement des personnes du monde entier.